Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné 3000. On va vous parler aujourd'hui de Avatar 3 de James Cameron. This is the only pure thing in this world. The fire came from the mountain, burnt our forest. My people cried for help. But Eva did not come. Pour ce qui est de cet Avatar 3, petit synopsis. La famille de Jake Sully et Neytiri est encore aux prises avec le chagrin causé par la mort de Neteniam. Ils rencontrent une nouvelle tribu agressive, le peuple des cendres. Et donc le conflit sur Pandora s'intensifie et le retour de Toruk Maktu va devoir être nécessaire. On ne vous en dit pas plus pour pas spoiler. Le film est sorti donc le 17 décembre 2025. Au casting, nous avons encore Sam Worthington, Zoé Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang. Et c'est donc le 10e long métrage de James Cameron, donc le 3e Avatar, 3 ans après Avatar 2 et 16 ans après le Avatar originel de 2009. Est-ce qu'on précise qu'on va faire deux parties sur le podcast? On va faire une partie non spoil là, et puis après on fera une partie spoil pour ceux qui ont vu le film ou qui en ont rien à faire des spoils. Ce qu'on se disait, c'est que la partie non-spoil, je pense qu'elle va être assez rapide parce qu'on va vouloir rentrer assez vite dans le vif du sujet. Je sais pas qui veut commencer, qui veut y aller. Donc un avis rapide qui ne divulgage pas l'histoire. Je voulais dire en préambule, c'est toujours plaisir de voir une salle de cinéma aussi remplie. C'est pour ça que le cinéma a été pensé à la base quand ça a été inventé par les frères Lumière, qui pour eux le cinéma c'était en public, dans une salle, tous ensemble devant un écran, et pas comme Edison l'avait pensé avec son cinéma personnel où il y a juste une personne qui pouvait voir le film. Et donc je trouve que ça fait toujours quelque chose d'avoir une salle remplie, même si c'est pour un film plutôt très moyen. Oui, et puis même si les plateformes de streaming veulent mettre leurs doigts répugnants sur les studios historiques de cinéma, ça fait plaisir de voir que oui, il y a même si eux ils pensent Netflix, toutes ces plateformes pensent que le cinéma va dépérir, qu'il va aller devant la télé, que ce sera juste des personnes devant une télé qui peuvent regarder le film quand ils veulent. Non, il y a encore des films événements, et c'est pour ça que malgré le film et son niveau très moyen, moi faut mettre du respect sur James Cameron qui arrive encore à faire bouger les foules pour aller voir une grande œuvre. Du coup justement Jules, qu'est-ce que t'as pensé du film? Donc ce que j'en ai pensé très rapidement, ça fait toujours plaisir de retrouver cet univers et cette famille. Je trouve que la multitude de personnages dessert le récit dans ses intrigues et ses sous-intrigues. Et le problème c'est que c'est couplé à un rythme hyper soutenu et beaucoup de scènes d'action qui sont pas nécessaires, qui nous perdent. Les VFX sont toujours aux petits oignons, on croit à tout, on croit à cet univers. Mais oui, il y a un gros problème dans la structure narrative, dans le développement des personnages. Et James Cameron n'a pris aucune prise de risque. Moi je trouve que c'est ce qui se fait de mieux en blockbuster actuellement. Je trouve que c'est assez fou d'avoir un film aussi populaire qui partage autant de thèmes aussi importants, le racisme, l'antimilitarisme, l'anticolonialisme. Et je trouve ça fou que ça soit dans un film aussi grand public. Comme l'a dit Jules, niveau effets spéciaux, c'est ce qui se fait de mieux. C'est du jamais vu, c'est hyper... comment dire on est immergé vraiment dans Pandora et à aucun moment tu te poses la question au niveau des FX. Est-ce que c'est mal fait? En fait, la question se pose jamais. Sur la structure narrative, moi je trouve que justement l'histoire avance vraiment au niveau des personnages. Je trouve qu'on clore plusieurs arcs et même t'as la personnalité de certains personnages qui avancent réellement, ce que je trouvais pas vraiment évident dans le Avatar 2. Là je trouve qu'on avance vraiment de l'avant et alors il y a quelques soucis, notamment les redites avec la voix de l'eau. C'est un peu le souci du film, je pense qu'on en reparlera, mais le film est... En fait, il est un peu comme un Voix de l'eau 2, ou en fait un Voix de l'eau un peu bis, quoi, où t'as certaines... en fait, certains points d'intrigue qui étaient dans la Voix de l'eau vont trouver de réponse dans celui-là. Ça c'est un peu, il y a des scènes qui sont un peu répétitives, notamment avec la voix de l'eau, donc à part ça, moi j'ai trouvé que c'était vraiment grandiose et c'est exactement ce qu'on veut voir quand on va voir un film comme ça.
En essayant de pas spoiler, je vais me rapprocher beaucoup plus de l'avis de Jules, mais en étant, je pense, un peu plus dur que lui. Au-delà de la claque visuelle qu'on prend déjà depuis 3 films, je suis très déçu. J'avais une bienveillance avec le 2 parce que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu cet univers. Il avait déjà voulu reposer des bases qu'il avait voulu poser dans le 1 que je trouvais pas nécessaire et que du coup je trouvais déjà que ça avançait pas tellement par rapport au premier film. Et bah là c'est encore pire. On est déjà sur la structure narrative, c'est la même chose. Le peu d'ajouts qui a été mis est très très peu développé. Tout ça pour nous foutre à la place des scènes de combat, de guerre, de kidnapping, de course-poursuite, de je te libère pas, qu'on avait déjà. Moi, c'était le gros point faible du 2. Je me souviens, c'est la seule chose qui m'a marqué du 2, c'est le double kidnapping des enfants en l'espace de 10 minutes à la fin du 2. Vraiment, je ne comprenais pas comment ce genre de choses pouvait être possible. Et donc, il retombe dans ses travers là-dessus. Alors, c'est magnifique, le film est magnifique. Mais ça, on le sait déjà. Et pour moi, c'est pas du jamais vu, ce qu'on a vu là. Donc, en fait, le film aussi entre contemplation, scène d'action, scène de poursuite, kidnapping, je te libère, et le reste, donc tout ce qui pourrait être utilisé pour développer tes personnages, tes enjeux et tout, c'est soit fait avec des dialogues qui sont désastreux, soit... il utilise même pas sa caméra pour raconter quelque chose, ou à très très peu de moments, je trouve. Et du coup, ce qui en fait un film beaucoup trop long. Moi, la dernière heure, j'en pouvais plus. Si tu voulais voir autre chose que les 2 premiers films, vous pouvez passer votre chemin. Je pense que James Cameron, il veut pas, il a du mal à développer plus loin parce que lui, dans les éléments qui font notre Terre, ce qu'il préfère, c'est l'eau. Ce mec est fasciné par l'eau depuis toujours, Titanic, Abyss, il a fait des documentaires sous-marins. Donc je pense qu'il a du mal à se détacher de ce peuple de l'eau qu'on a rencontré dans le 2 et qu'il a du mal à aller vers le vent, le feu, parce que le but normalement c'est de faire un élément par film et d'arriver à la fin pour la bataille finale au bout du 5e film. Est-ce qu'on on se dit que on passe en section spoiler pour qu'on puisse dérouler tranquillement? Et moi, je voulais rebondir sur Nicolas, ce que tu disais sur il n'utilise pas sa caméra pour dire des choses. C'est qu'en fait, le problème quand tu fais un film à 95% en VFX, sous fond vert et sous motion capture avec des acteurs qui sont en combinaison verte, c'est que il faut qu'en fait tes plans ils soient l'aspect technique, il faut que tes plans ils soient assez simples pour qu'ensuite les techniciens de la post-production puissent intégrer tout ce vivant là. Et en fait, je pense que c'est assez dur de faire des plans qui veulent dire vraiment quelque chose au sens cinématographique du terme, avec des échelles, des jeux de regard, je sais pas. Mais je pense que ça arrive à trop peu de moments, tu vois. En fait, je trouve que le non-verbal dans ce film est pas beau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a jamais de moment où il appuie justement ce qui se dit pas avec sa caméra. Je sais pas, je trouve que c'est trop, t'entends, je sais pas, un peu scolaire ou... Sur ce que tu disais, tu vois, tu trouves qu'il n'y a pas de... Sur le non-verbal, c'est pas appuyé par la caméra. Moi, je trouve pas parce que tu vois, t'as des scènes clés un peu et notamment le moment entre... quand Spider en fait est menacé d'être tué par Jake Sully. Ah ouais, moi j'ai détesté cette scène, hein, typiquement. Et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le faux je vais te tuer, je mets le coup dans le vide. Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais ça c'est des propres du cinéma, tu vois. Mais en gros, ce que je trouve intéressant, c'est à quel point Neytiri elle change dans ce récit-là. Et tu vois, genre, le fait qu'elle se démaquille de son maquillage de Achilles, enfin de la tribu du feu, pour redevenir pour redevenir Navi et pour récupérer sa part moins sombre. Je trouve ça intéressant, tu vois. Ce moment-là, je l'ai trouvé intéressant. Je me disais, ah ok, en fait là, elle redevient ce qu'elle a toujours été et elle laisse un peu la haine derrière elle, et du coup, ce qui permet de reformer une famille soudée entre Jake Sully et ses enfants. Alors oui, c'est pas non plus... Ouais. Non, mais très grande écriture, ce que je te dis, c'est que oui, non, mais il y a des symboles, il y a des choses et tout, mais je
Je sais pas. Moi, déjà, en fait, le traitement de Neytiri, c'est le gros point noir, moi, je trouve, de toute cette saga. C'est que bah, cette femme forte, tu vois, qui effectivement rejette les humains et tout, mais qui apprend à les aimer. Et donc, alors, en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de choses, moi, qui me dérangent. C'est que, du coup, déjà, dans le 2, elle est absente. Ils la font passer pour. C'est bien, c'est littéralement dans le deuxième, c'est une mère au foyer, on la voit pas du film, ou très très peu, si ce n'est à la fin. C'est vrai qu'elle est plutôt absente dans le Et deuxième. là, du coup, pour la mettre dans des trucs où t'es en mode, mais je comprends pas, enfin, elle a accepté Jack Sully. Alors, t'as une discussion justement où elle dit qu'elle a du mal à passer outre, elle a perdu son fils. Mais pareil, en fait, le truc, c'est que, en fait, je comprends pas comment fonctionne ton monde. C'est-à-dire que si tu peux te connecter à Ewa pour aller voir ton fils et aller lui papoter le dimanche matin et aller jouer avec lui dans la forêt, elle est où la place du deuil dans ce monde-là, en fait? Si t'as juste à aller sous l'eau et Oui, te connecter, pourquoi est-ce que c'est grave en fait? C'est ça, moi je me suis posé la même en question. fait, Oui, je me suis posé la même qu'est-ce que question. tu racontes en fait? Parce que si effectivement t'as juste à te connecter à Ewa pour revoir les gens et de savoir que de toute façon tu les retrouveras dans le monde d'après, le deuil n'a plus d'importance ou en tout cas moins, si ce n'est le manque au quotidien, mais que tu peux pallier par, bah déjà juste en te réconfortant à l'idée de te dire que bah, ils sont quelque part, ils sont en Ewa et je les rejoindrai même moi quand je... Donc le deuil est moins important. Donc du coup, cette haine qu'elle a des humains que tu aurais pu comprendre parce qu'elle a perdu son fils et tout ça, t'es en mode... Je comprends pas, Jake, t'as appris à l'aimer, t'as compris que bon bah l'homme par nature est pas forcément mauvais, que bon bah les humains au-delà d'être des colons horribles dans cette ville, il y en a qui peuvent changer, il y en a qui sont bons malgré tout, tu vois. Donc, moi, son développement, je le trouve un peu surfait, je le comprends pas. Donc voilà, donc Ouais, mais tu vois, par exemple, voilà. techniquement, sa haine Ouais. des humains, justement, je trouve que c'est intéressant, moi, parce que je Ouais, me mais dis, mais du en coup, elle aurait fait, dû la elle garder à la déteste fin les du humains. premier, en fait. Enfin, je sais pas, moi, je... Ouais, mais elle déteste les humains, et du coup, elle a quand même le truc qui est le plus humain possible, malheureusement, c'est qu'elle devient raciste, tu vois. Alors, est-ce que le racisme anti-humain, il existe dans ce monde? Je sais pas. Mais tu vois, du coup, elle devient raciste, en fait. Et elle a de la haine envers les hommes. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me dis, mais en fait, elle déteste les humains, mais elle commence à avoir le sentiment le plus. Enfin, un sentiment humain, quoi. Et du coup, c'est intéressant parce que ça retourne la situation pour des personnes qui ont jamais connu ça, j'imagine, tu vois. Enfin, peut-être qu'ils ont du racisme entre les tribus, tu vois. Mais, euh, mais du coup, elle devient humain, elle a un sentiment humain, et du coup, elle se retrouve aussi avec Jake. Enfin, je sais pas, moi, ce truc-là de, en fait, tu sais jamais qui est qui, je trouve ça intéressant dans ce film. Et t'as le même traitement avec Quaritch, que j'ai trouvé très intéressant pour le coup. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Mais du coup, mais juste pour en revenir à Quaritch, moi, tu vois, typiquement, je comprends pas. C'est-à-dire qu'on le voit douter, les scènes où il est avec Jake et Spider, la première notamment dans la forêt, où il va. On voit qu'il y a quand même cette envie chez le personnage de... Il commence à se questionner sur quelle est son humanité en tant que clone d'une version de lui qui est décédée et tout ça, qui peut être grave intéressante. Tout ça pour que la scène d'après, ça devienne le tortionnaire, le mec qui torture, comme dans le 2. D'ailleurs, les mêmes scènes qu'on a dans le 2 avec le 3, le mec qui passe de village en village à torturer tout le monde comme dans le 2. T'es en mode... Et surtout qui passe du coup de ce genre de scène à ça, à en fait, ah non, peut-être que je doute, effectivement... avec Varang et tout, à retourner vers là-dessus. Et donc, à la limite, je pourrais entendre, mais tu vois, t'as des... Moi, je trouve que là, justement, pour appuyer ça, t'avais par exemple son ami, là, enfin, son ami, le soldat avec qui il est, qui à un moment disparaît du film. Mais ça aurait pu être intéressant d'avoir, du coup, sa vision à lui, de voir Quaritch qui, par sa vision, s'intègre, on va dire, à la tribu des cendres, de voir que lui aussi, il dit, mais attends, mais on est en train d'armer des indigènes qui vont se massacrer la gueule entre eux. Tu vois, d'avoir ce personnage-là aurait pu être un truc de, putain, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Genre, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et tu l'as jamais. Moi, si tu vois, par exemple, pour les armes, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'ils donnent les armes aux indigènes. Parce que ça te rappelle, tu vois, ce qui s'est passé, enfin, ce que les États-Unis ont fait dans le monde entier, c'est-à-dire donner des armes aux, aux, enfin, aux, pas tribus, mais aux des clans qui étaient,
Oui, c'est ça, c'est la même histoire. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, c'est ça. Et puis, et tu vois, même Quaritch, en vrai, quand tu racontes le passage où ils vont brûler le camp des Medcaïna, je sais plus. Dans le 3, là, quand ils vont brûler les camps, là, Quaritch, il est pas encore comme il est à la fin. À la fin, tu vois que Quaritch, c'est plus le même, tu vois. Il est maquillé, tenu, enfin, tu vois, il est rentré dans un autre truc. Et en fait, il y a un point de basculement dans le film. Je me suis fait la réflexion. Moi, j'ai beaucoup, même si le film est long et bref, il a des défauts, la première heure et demie, 2 heures, moi j'étais vraiment dedans. Je me disais, ah, là on prend des chemins différents que d'habitude. Et quand Quaritch rencontre la prêtresse Varang, quand il rencontre le clan du feu qui commence à utiliser leurs coutumes, etc., que le fait que Jake soit ramené à la base des humains et qu'il y ait cette conversation avec Quaritch sur le fait de voir les choses, tout le monde lui répète, mec, tu n'es plus humain. Son fils lui dit, tu n'es pas mon père c'était un humain. Jake lui dit, tu n'es plus humain, tu n'es qu'une mémoire dans un nouveau corps. Et là, on arrive à voir quelque chose, on aurait pu basculer vers que le film devienne une sorte de grand film de SF, de grande fresque. Et cette confrontation avec Jake dans sa prison, où là, c'est là où, comme je te disais, Nilo en off, je me disais, là, on va basculer dans quelque chose. Là, le film va emmener quelque part. Il n'y aura pas de bataille finale, ça va peut-être se finir en queue de poisson, mais c'est pas grave. Ouais, genre, qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Qu'est-ce qui fait que je suis quelqu'un? Ouais, ouais, non, mais ça aurait pu. En fait, le personnage de Quaritch peut être hyper intéressant, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Quand Jake se fait capturer, mais moi, pour moi, c'est là où le film rate pour moi son plus grand virage où il aurait pu. Ça, attends, juste pendant qu'on est dessus, je rajoute du coup dessus, c'est que là, typiquement, bon là, ça revient à toutes les attentes que peut-être j'ai mis dans le film et que j'ai porté, mais ce que tu disais, mais typiquement, de voir Jake se faire capturer par la ville colonie, ça aurait été, moi, je sais pas, incroyable d'avoir une scène de procès, tu vois, tout simplement, d'avoir un truc où, Jake qui est considéré comme un traître à la nation humaine, plutôt que de le foutre dans une cage vu vite fait en 2-2 et puis on dit qu'il va te faire exécuter le lendemain, bah te dire il passe devant, je sais pas, hein. Alors si tu veux rester dans le délire militaire, parce qu'apparemment il adore ça avec les enfants soldats, bon ça c'est la petite crotte de nez sur James Cameron, mais de faire un tribunal militaire, de voir qui passe, qui puisse se défendre, enfin je sais pas, t'es dans le futur, on peut quand même oser espérer que t'as un peu de démocratie, un peu de justice, que Ouais, mais je trouve que ça va pas avec le enfin, propos ça va pas avec le mais, propos du film, tu vois. mais pourquoi ça va pas avec le Mais propos? parce que, Bien sûr mais que non, ça va parce avec que le propos du parce qu'en film. fait, eux, ils s'en foutent. Ils tuent les gens, peu importe. Alors, un Navi, les Navis, ils les tuent à Bah tour ouais, de bah, bras, ils vont pas lui faire un procès à un Navi, tu vois. oui, mais parce que Jake c'est ils savent très bien que c'est un humain. Ouais, mais pour eux, c'est plus un humain, tu vois. C'est un traître. Enfin, le peloton d'exécution, on tue, tu vois. Un déserteur, c'est comme Bah ça qu'on ouais, les ouais, tuait, mais tu vois. mais Ils ça, avaient je pas trouve que ça de. aurait été intéressant justement de dénoter au milieu du film et d'avoir une scène de procès, tu vois, de l'avoir devant des juges, je sais pas, tu le vois enfermé et t'as un mec qui arrive, il dit je vais être ton avocat, Non, mais mec. est-ce que c'est pas. Justement, tu vois, tu adoucis le portrait de ces humains qui sont, en fait. Ils sont détestables. Et d'ailleurs, ce que je me disais pendant le film, c'est rare que dans un film, tu détestes à ce point les humains. Je les trouve. Enfin, tous les humains sont horribles dans ce film. Enfin, quasi Ouais, mais tous. justement, mais ce que je veux dire, c'est que tu aurais pu avoir tu peux avoir un propos encore plus fort en montrant la société justement humaine comme elle est, c'est-à-dire pas que le côté militaire qui est bête et méchant, où tu peux dire ah oui, mais c'est normal qu'ils sont méchants parce que c'est des militaires, mais de montrer justement toute la société quand il arrive dans la ville colonie, de voir les gens qui viennent le voir, le déshumanisant totalement, parce que tu les vois vite fait qu'ils le filment, mais je sais pas, les faire parler, leur faire avoir une scène, tu vois, je sais pas, de leur faire passer. J'en sais rien, mais moi je trouvais qu'une scène de procès au tribunal aurait pu justement montrer que le système aussi est complètement véreux et que c'est juste une mascarade pour faire accepter à la population qu'il y a une forme de démocratie encore dans ce monde, alors qu'en fait c'est juste des colons qui sont là pour exterminer et prendre les ressources comme d'hab, tu vois. Mais justement de le montrer. Voilà, tu vois, en fait le truc c'est que moi tu construis pas ton univers. C'est-à-dire que on sait pas ce qu'est la Terre, on sait pas ce que sont les humains. Et donc les humains, c'est une grande entité. Alors, il va te dire, oui, mais moi, c'est pas mon propos. Ouais, mais donc du coup, tu mets quand même les humains au centre du truc qui sont là en tant que colons. Et ce que j'entends, tu vois. Mais donc du coup, justement, montre comment la société, elle s'organise. Justement, t'as une occasion rêvée, en fait. Le truc, c'est que, en fait, moi, ce qui me dérange pas, Habib, et ce que je suis d'accord, c'est que si tu montres pas ça et que tu les montres pas, je suis OK. Mais là, tu fais Jake qui se fait capturer littéralement par eux.
Qu'il le tue pas sans sommation, parce que on pourrait très bien dire, mais pourquoi il le tue pas sur place? Pourquoi il le fout dans une caisse? En fait, pour moi, si tu vas dans ton truc, mais pour l'exemple. Mais donc voilà, mais donc la société, je pense, humaine, même dans le futur, elle a besoin de fausse justice. Enfin, même, tu le vois aujourd'hui dans notre monde actuel, il y a de la fausse justice. Tout ça pour dire que il y avait un pivot narratif dans ce retour à la base humaine qui aurait pu faire basculer le film dans quelque chose de très grand et que on le rate avec une scène d'action totalement une scène d'évasion. Ouais. Même c'est vrai qu'on n'y croit pas du tout, comme souvent on dit. On est dans la science-fiction. Les mecs, ils ont des drones, ils ont des exosquelettes. C'est pas une princesse guerrière avec son dragon volant et 3 flèches explosives et un mec avec un tractopelle qui vont réussir à te faire t'enfuir de. Mais bon, Ça, à la limite, ça, je l'entends, tu vois, le truc, elle a des bombes qu'elle a récupérées pendant des combats, elle fait péter des trucs. Moi, la scène en tant que telle, moi, j'y ai cru, enfin, de l'évasion plus de Neytiri qui arrive, ça... et ça rejoint ce que tu disais, Nilo, sur les transitions dans ce film et le rythme et les enchaînements de scènes. C'est qu'en fait, il y a tellement, comme j'ai dit au début, hein, tellement de personnages, tellement de choses à développer que les scènes s'enchaînent sans vraiment autre forme de continuité. On passe du peuple du feu à la base humaine, aux personnes sous l'eau, puis parfois on oublie les personnages, et on dit ah il y a ce personnage il est parti faire ça, il reviendra plus tard. Tu dis ok, bon bah 20 minutes après il revient, tu dis bon bah voilà, on nous l'avait dit, qu'en est-il? Et il y a vraiment un problème de... Le rythme est très étrange et c'est marrant de... Enfin je suis désolé, j'ai l'impression que Pandora ça fait la taille du département de la Creuse. Ouais, ouais, mais tu vois, mais c'est exactement ce que tu dis, tu sais, moi, c'est des trucs tout cons, mais moi, si tu veux croire à ton univers, pareil, tu vois, typiquement, t'as la première fois quand il rencontre Varang dans la forêt, et donc la première des nombreuses, enfin, kidnapping, slash prise d'otage. Euh, donc ils arrivent à s'en sortir, ils s'en vont. Mais et après, donc t'as comment ça s'appelle? T'as Quaritch. À un moment donné, il torture un village et il dit bon, on n'arrive pas à trouver Jack, on n'a plus qu'un seul moyen. Et tu le vois partir chercher Varang dans la montagne. Et t'as envie de dire, mais frérot, comment tu sais où est-ce qu'elle est en fait? Genre, je te demande pas de me le montrer. Tu vois ce que je veux dire, c'est que mais t'avais juste. Enfin, je sais pas, genre, t'as envie de dire, effectivement, c'est un village, quoi. En fait, on est sur une planète, on les trouve comme ça. Ils savaient où ils étaient depuis le début. Enfin, surtout qu'à un moment donné, tu le vois rentrer à la base. Donc, tu peux, je sais pas, enfin, je sais pas, moi, il y a des trucs que ça prend 10 secondes à mettre en place et juste, bon, bah, ça continue la continuité de ton film. Parce que, comme on l'a dit, c'est à cause des. Je pense qu'il y a tellement de scènes d'action à mettre, parce que c'est un budget à 250 millions, il faut que les gens ils puissent manger leur popcorn la bouche ouverte. Vu qu'il y a bien 1 heure et demie de scènes d'action dans le film, si ce n'est plus, sur 3 heures et quart, toutes ces transitions, ces pérégrinations dans la forêt, ces voyages, en fait, bah, c'est coupé. Et c'est pour ça, parfois, on dirait un peu une cutscene de jeu vidéo. J'ai fini mon niveau, j'ai battu le boss, transition, je débarque au nouveau biome, le volcan. Oui, oui, et puis en fait, surtout, mais ce que je disais au début avec le peuple du vent et des marchands, mais pareil, enfin, on l'a un peu dit avec le peuple des cendres, c'est pareil, ils sont décrits par une scène avec Varang où elle dit oui, mais quand on était petit, enfin, littéralement une scène d'1 minute, et après, bon, bah, c'est juste la tribu des méchants, quoi, sans beaucoup plus de profondeur. C'est dommage, en fait, tu vois, je trouve. Et ça, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que ça fait partie des petites choses, enfin, des choses qui m'ont dérangé un peu dans le film. C'est vrai que Varang, à part être méchante, parfois je comprends pas trop ses motivations. Alors, est-ce que c'est l'appât du gain, de ce qu'on comprend, parce que sa tribu pille un peu tout le monde? Mais j'avoue que ça, j'ai pas trop compris ses motivations à Varang. Pourquoi elle était si méchante? Parce qu'elle a pas l'impression en plus de respecter les gens de son clan, elle les appelle des esclaves, elle brûle leur maison comme ça, tu sais, quand elle essaye le lance-flamme, elle brûle les maisons des gens juste parce que ça la fait marrer, donc t'as envie de dire, mais pourquoi est-ce que ces gens-là, ils la suivent? Enfin, c'est un culte, c'est une secte. Quitte à faire une redite de Avatar 1, parce que comme on le dit, chaque film est le copie du film d'avant, quitte à faire une redite, refaire une relation amoureuse entre l'indigène et le colon, bah, moi je m'attendais, j'aurais aimé que Quaritch bascule dans le monde de Pandora et se connecte à tout ça en tombant amoureux d'une femme forte qui avait... Il le dit en plus, il le dit à Spider
Il le dit à Spider que sa mère humaine était une femme forte combattante et qu'il tombe amoureux euh, d'une indigène qu'il déteste, mais que maintenant il est forcé d'être dans ce corps d'indigène. Plus il tombe amoureux, là tu aurais pu avoir quelque chose, là tu aurais pu basculer. Ouais, non mais pour moi, ça, ce que tu dis, Jules, oui, tu l'as un peu et tu l'auras dans les prochains. Je pense que c'est le retournement qui est prévisible à 1000% que tu vois très, très bien. La relation de Varang et Quaritch, c'est un peu le miroir de Sully et Neytiri, tu vois. Donc, on l'a en vrai, ce truc-là, tu vois. Et moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, tu retrouves les mêmes caractères, les mêmes traits de caractère qu'il invoque de son ex-femme chez Varang, tu vois. Donc, tu vois, tu comprends un peu pourquoi il tombe amoureux d'elle. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, c'est plus, ouais, comme on disait, les motivations de Varang que parfois qui m'échappent un petit peu. Et pour revenir une dernière fois au tournant pour moi du film, qui est du coup la capture de Jake Sully, en plus de ça, t'as ce truc où Quaritch ramène Varang et son peuple, où Varang, tu sais, elle dit à ses gars, faut pas que vous ayez peur, faut pas que vous montrez que vous ayez peur. Et quand ça part en couille, ce qui aurait pu être intéressant aussi, c'est de montrer justement la perfidie de l'homme et du colon, plutôt que juste de dire ah, vous dégagez, vous avez pas le droit de dire, mais dire moi je veux que vous dézinguiez Neytiri, je m'en bats les couilles, vous tirez sur chaque navire que vous voyez et qui commence à tirer sur le peuple descendant. De dire en mode on s'en fout en fait, nous on en a rien à foutre que vous nous ayez aidés. Tu vois, il y avait des trucs à dire et de montrer justement là la bascule de Quaritch en mode ah, mais d'accord, mais en fait. Enfin, tu vois, il y avait des choses à faire de beaucoup plus que juste Carmela des Sopranos qui nous dit gna, gna, vous allez dormir dehors. T'es en mode oui, mec. Je suis d'accord, mais je vais encore réutiliser la même chose, mais c'est cohérent avec ce que faisaient les colonisateurs, tu vois. Ils prenaient une partie des indigènes, ils les mettaient de leur côté, ils les mettaient contre les Oui. personnes qui étaient sur place, tu vois. Donc en fait, c'est Oui, mais encore une fois, je trouve que c'est cohérent, tu vois. Mais pour moi, non, ça l'est pas, parce que là, tu vas perdre Spider, qui est littéralement ton alpha et ton oméga, je le rappelle, pour pouvoir coloniser la Terre où t'es. Qui est littéralement le sujet zéro de potentiellement habiter sur une nouvelle planète. Il y a un problème de hiérarchie aussi chez les humains, parce qu'au final, qui décide? Les investisseurs qui ont investi des trillions de dollars dans cette colonisation ou les militaires? Parce qu'à un moment, il y a ce conflit d'intérêts entre le businessman qui est à la botte de la corporation et l'armée qui encadre tout ça. Qui décide quoi? Ça, c'est un peu flou également, ça aurait pu être intéressant. J'ai bien aimé par contre dans le film toutes ces dualités je vous en avais parlé avant, du thème de l'acceptation, enfin de l'intégration, je sais pas comment trop le définir, mais qui touche beaucoup de personnages. Et il y a vraiment une dualité entre, donc comme on a dit, Quaritch, entre son âme d'humain et son nouveau corps de Na'vi. Spider, qui pareil lui aussi est tiraillé dans son humanité, mais qui finalement devient Na'vi, alors qu'il a encore un corps humain, et Quaritch devient Na'vi, alors qu'il a un corps de Na'vi. Aussi, on a avec Loak, le jeune frère, qui lui, je dirais que son intrigue, c'est se faire accepter par son père, se faire reconnaître par son père, et intégrer le peuple du récif, qu'il intègre au final. On a aussi Kiri, qui elle est tiraillée par rapport à ses origines et à Eywa. Et à la fin, comme on l'a dit aussi, Neytiri, pareil, qui questionne son humanité et le fait qu'en fait, ses enfants, ce sont des métis humains avatars. C'est qu'elle doit accepter cette part-là, qu'elle est tombée amoureuse d'un humain et que sa famille est quand même différente des autres. Ouais, le curseur, il est un peu toujours difficile à placer pour chacun des personnages pour savoir est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est un Na'vi, quelle est sa part d'humain, quelle est sa part de Na'vi, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant, tu vois. Comme tu dis, je trouve que c'est bien fait. Ouais, je trouve que c'est bien fait. Pour moi, c'est pas assez. C'est pas assez approfondi, quoi, en tout cas. Je trouve que c'est traité vraiment très très en surface et je trouve ça un peu dommage. Il y a que le dilemme de Neytiri avec ce dialogue qu'elle a avec Jake où je trouve c'est intéressant, mais cette dualité que tu peux avoir chez Spider, typiquement, bon, après c'est peut-être le jeu d'acteur qui fait que, mais je la sens pas du tout. En fait, moi, typiquement, tu vois, c'est pas. Mais après, on revient toujours à des trucs. Mais moi, la scène du sacrifice de Spider, déjà. Je trouve que c'est dommage que Spider en fasse pas partie, c'est-à-dire que ils prennent la décision sans lui, alors que typiquement vu comment il aime ce monde, il aurait pu comprendre, il aurait pu dire je sais pas, genre oui, tu vois, parce qu'il le dit, il dit est-ce que tu m'aimes, c'est ça qui m'importe. Donc bref,
tu passes à ça. Mais après, moi, j'ai un problème avec cette scène, c'est que pour moi, elle arrive trop tard. Pour moi, elle aurait dû arriver dès le début, quand la première fois Neytiri le dit, parce que quel est l'intérêt de le tuer à ce moment-là, alors qu'il a déjà été en partie analysé par les hommes, et que les hommes sont au courant qu'il existe. Tu retardes juste le truc de la percée scientifique. Mais ils sont au courant que c'est faisable. Tu vois, que ça existe. Donc pourquoi le tuer maintenant ? Moi, je comprends pas trop. Alors que dès le départ, quand ils sont que eux au courant, là, pour moi, c'est un intérêt d'avoir cette scène. De dire, il faut pas que les hommes sachent que c'est possible. C'est vrai que quand tu parles de cette séquence, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Tout à l'heure, vous le disiez, mais il y a beaucoup de références Ah ouais, religieuses. ouais. Euh, Sacrifice c'est le- je Abraham, trouve que c'est d'Abraham, ça c'est exactement, littéralement. t'as ça, mais t'as aussi le blasphème, tu vois, avec comment ils s'appellent la tribu de Varang, où tu comprends que eux n'aiment pas Iwa. Et du coup, ça, c'est un aspect qu'on n'avait jamais vu dans, dans Avatar, c'est que, ouais, il y a des personnes dans ce monde-là qui sont anti-religieuses, en gros, anti-Iwa. Et ça, c'est des ajouts que j'ai trouvé plutôt intéressants. Peut-être pas assez exploités, parce qu'on en parle très peu. Mais tu vois, c'est mentionné, quoi. La bataille finale, vous pensiez vraiment que le film, il allait pas avoir de bataille Non, mais finale en fait, le truc, c'est que tu peux avoir une bataille finale. J'y mais ai là, cru un moment. c'est littéralement la bataille. C'est la bataille finale du 2 avec plus de baleines et un plus gros bateau. Je suis d'accord, mais la bataille finale allait avoir eu lieu. C'est comme si tu allais voir un film de super-héros et tu t'attendais pas à avoir une bataille Ouais, finale à la mais fin. justement, moi, je trouve que tu l'as déjà fait dans tes deux premiers. Genre, raconte autre chose. Et surtout qu'en plus, là, pour moi, les baleines, ça a aucun sens. Pour moi, c'est un des plus gros points noirs du film. Ce que je trouvais incroyable, ce qu'il avait instauré dans le 2, c'est de dire, nous, on est non-violente. C'est-à-dire que même si tu nous massacres, eh ben, nous, on ne se défendra pas. On ne se défendra pas parce qu'on pense que la violence ne fait qu'engendrer de la violence. Dans le 2, tu peux pas me dire que les baleines sont pas au courant qu'elles se font massacrer. Et là, parce qu'il y a une baleine atrophiée qui vient les voir, ils décident de se battre. Pour moi, ça ne tient pas. Ça veut dire, en fait, c'est qu'est-ce que tu me racontes ? C'est-à-dire que jusque-là, c'était ok de se faire massacrer, et là, t'as vu les harpons, t'as fait... Ah là, franchement, effectivement... Ah putain, il y a 2-3 navires qui ont pleuré, qui ont tiré l'alarme, ouais, on va peut-être y aller. Je pense qu'on sera vraiment pas d'accord sur le film. Parce que moi, j'ai trouvé ça super intéressant, tu vois. J'ai trouvé ce truc, je me suis dit, ok, c'est le truc, tu sais, quand t'es oppressé, est-ce que pour ta révolution, est-ce que tu fais ça de façon pacifique ou est-ce que tu as recours à la violence ? Moi, je vais te dire le gros message que je déteste avec ce film, qui me fait... J'en ai parlé à Jules un peu en avant, et après, moi, j'arrêterai parce que j'aurais à peu près tout dit sur pourquoi ça me dérange. C'est que il y a une glorification des enfants soldats dans ce film, et moi, je trouve ça... à minima honteux, ou... et au plus, je trouve ça bizarre. Parce que... Justement, tu vois, moi, ce que j'ai dit à Jules, une scène qui aurait été hyper intéressante, c'est à la fin, quand Loak rejoint son père, après qu'il ait laissé encore une fois un enfant de 3 ans tout seul. Mais bref, ça, apparemment, c'est ok. Il lui dit « Ah, papa, il fallait que je vienne te voir. » Et son père lui dit « Tu vas être mon wingman, mec. Ça va être génial, on va aller à la guerre ensemble. » Donc déjà, ça, je suis en mode « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et là, ça aurait été intéressant qu'il y ait une discussion de Jake qui lui dit, qu'il le prend et lui dit « Mais tu comprends pas. Moi, si je me bats maintenant... c'est pour que vous ayez pas à vous battre. » Parce que Jake, au final, qui était hyper intéressant dans le 1, ce soldat handicapé qui retrouve la motricité et qui découvre un nouveau monde, il devient juste un chef de famille, soldat, couillon, qui à la fin est ok pour aller se battre avec son fils, alors que le mec est blessé, a une jambe en moins. Enfin, t'as envie de dire, mais... Mais c'est pour ça c'est pour ça que la famille ne fonctionne plus, aussi. La famille ne fonctionne plus parce qu'il est devenu ce marine en puissance, tu vois. Tu vois au début du film que il va chercher des armes, il fait des flèches avec des bombes, et en fait tu te rends compte que la famille elle est complètement dysfonctionnelle à ce moment-là de l'histoire. Je comprends pas de vouloir le passer à ses enfants. Et pareil pour le peuple des Malkian, qui aussi, t'as un des enfants qui se fait tuer sous l'eau et tout. Ce truc d'envoyer les enfants se battre, parce qu'il peut nous dire, oui, non, c'est des jeunes adultes, frère. Dans le truc, ils ont 14 ans, grand max, 13-14 ans. Enfin, c'est des jeunes ados ou des pré-ados, tu vois. Enfin, c'est pas plus grand que ça. Après, c'est des sociétés guerrières dans un monde, dans un univers de SF. Oui, là, moi, ça m'a pas choqué du tout. bah, Je trouve ça, au bah, contraire, bon, oui, mais ça fait justement, partie mais c'est la voie en du fait, guerrier, bah, quoi. ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'au-delà du film intrinsèquement, c'est qu'est-ce que tu montres aux gens et qu'est-ce que tu es en train de montrer là. Bah, tu montres que des enfants soldats dont certains
dans certains moments, c'est ok. C'est tout à fait. Mais je trouve pas que ça soit montré comme étant ok, parce que tu vois très bien que. Je pense, à tous les moments du film, ils disent ouais, le fer, c'est. Dès que tu touches à du fer, donc aux armes, ça te pourrit le cœur. Et en fait, tu comprends que eux, ils ont pas envie de. En fait, tu comprends que les navis, ils ont pas envie de faire la guerre. Et Habib, je rebondis sur. Tu me disais, c'était sûr qu'il allait y avoir une bataille finale. Parce que c'est un blockbuster, parce que James Cameron. Je vais te contre-keps, amicalement. Je vais te dire l'Empire contre-attaque. Mais moi, j'ai beaucoup pensé à ça. J'ai beaucoup pensé à ça parce que la trilogie originale Star Wars, c'est bataille finale sur le premier parce qu'on n'était pas sûr que les autres marcheraient. Ça marche, du coup on se dit bon le deuxième c'est vraiment épisode transitoire, apprentissage etc. Et troisième là tu m'envoies la sauce. Donc moi je m'attendais presque à un... Ça m'aurait pas dérangé que le film se finisse un peu en queue de poisson, limite cliffhanger et qu'il n'y ait pas ces 40 minutes de bataille navale qui est une décalcomanie de la bataille du film d'avant. J'ai eu une lueur d'espoir quand Quaritch a débarqué façon Gandalf à Minas Tirith, enfin façon cavalier du Rohan. Ah, que tu penses Quand ils qu'il sont va arrivés, être contre je me les navis suis et dit, qu'il va être. allez James, c'est ta dernière chance. C'est ta dernière chance, mon gars. Fais quelque chose. Sors des sentiers battus. Par amour pour Pandora, pour son fils, voilà, pour son fils, pour un amour filial qui est au final, même si il lui met des tartes à son fils, mais tu sens qu'il l'aime profondément, même si c'est un père dur, la plupart des choses qu'il fait, c'est pour son fils. Putain, vas-y, par amour et pour ton fils, va reconstituer une famille, tabasse les. Non, mais. Par contre, la résolution de ces scènes finales dans les trois, c'est tout le temps la même chose. Et ça, c'est Ouais, vraiment un tu problème. vois, c'est Eywa quoi. Ça, c'est vraiment un problème. Eywa ex machina. Ouais, ça, c'est un peu dommage que ça soit toujours le même ressort et qu'à la fin, tu te dis, bon, bah, ça va arriver quand, tu vois. Moi je lui laisse une dernière chance sur le 4. Allez, t'as 3 chances, James. T'en as grillé Mais 2. le 4, apparemment, en fait, les trois, là, il y a le premier, il y a deux qui ont été tournés en même temps, donc le 2 et le 3, ils ont été tournés en même temps. Tiens. On dirait pas. Oui, c'est oui, pour ça, en fait, apparemment. C'est pour ça... De base, le 2 et le 3 devaient être qu'un seul film, et c'est James Cameron qui a dit qu'il a voulu le scinder en deux. Les producteurs voulaient pas de base. Et bon, au final, il a mis un ultimatum, je crois. Ils ont dit ok, mais je pense que les producteurs avaient raison là. Ils auraient, en fait, le 2 et le 3, s'ils l'avaient mixé, qu'il avait fait ça un peu mieux, je pense que ça aurait été bien plus sympa, tu vois. Plus digeste. Plus digeste, ouais. Et le 4 et 5 sera apparemment très différent. J'espère. Allez, Putain, parce que- franchement, il manque pas grand chose pour faire basculer cette saga dans une des pierres angulaires de la SF contemporaine. Voilà. Les gars, juste le 1, c'est déjà le cas. Juste le 1, c'est déjà une pierre angulaire de la SF. Le 1, mais je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, le 1, ils auraient dû faire un one-shot. Pour moi, ils n'auraient pas dû faire de suite. Hein. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure en intro. C'est quand même fou d'avoir un film aussi grand public qui aborde ces thèmes-là, tu vois. Il n'y a aucun film qui le fait. Ouais, mais il le faisait déjà il y a 16 ans, donc... Ouais, mais moi je trouve qu'il pousse un peu plus encore sur celui-là, tu vois. Mais tant que ça, Habib, tu trouves? Vraiment, moi, j'ai l'impression d'avoir vu 3 fois le même film. Là, il a juste rajouté le peuple de cendres au milieu, quoi. De dire, ah bah, en fait, les navis, il y en a qui sont un peu plus vénères, en fait. Genre, dac. Mais en fait, le truc, c'est que moi je trouve que ça pousse. Le film est vraiment ce que je disais tout à l'heure, tu vois, antimilitariste, anticolonialiste, contre l'impérialisme américain, enfin, écologique. Je veux dire, il y a quel film qui fait ça, tu vois? Aujourd'hui, quelle trilogie a déjà fait ça? C'est vrai. Mais moi, je te dis, c'est que je pense que t'as pas besoin. Bah, oui, mais pour moi, en fait, le truc, c'est que t'as pas besoin d'avoir 3 films sur les mêmes thématiques tout le temps. Justement, t'as un univers, profites-en. Oui, mais là, là, je trouve que tu fais un procès pour le film que t'aurais voulu, et pas le film qu'on a. Tu vois, genre, oui, toi, t'aurais voulu autre chose, mais le film, il est comme ça, tu vois. J'ai envie de dire, attendons de voir comment ça rebondit sur le 4, qui sortira certainement à Noël dans 2 ans, parce que là, c'est ce qu'il fait. Non, je crois pas. Ou plus tôt? Parce que, en gros, non, plus tard, parce Ah, que... ok. Bon, bah, c'est une c'est bonne pas... nouvelle. En gros, là, pour le coup, ils attendent la fin l'exploitation de Avatar 3 pour savoir si le film a marché. Si le film marche... Et Abby, sur le scénario, je reviens sur ce que tu disais. Oui, c'est un bon scénario, mais pour James Cameron, ce n'est pas j'en attends plus. Parce que c'est pas n'importe quel Gugus qui fait ça. C'est le mec, c'est son 10e long métrage. C'est un réalisateur hyper important
pour le 7e art, pour tout ce qu'il a apporté au niveau technologique, au niveau univers. Donc oui, j'en attends plus, surtout que, pareil, on l'avait déjà dit pour le 2 à l'époque. Il a mis presque 10 ans à écrire la suite de son chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ouais, moi je trouve que. Pour finir, je trouve que moi ça se tient bien et je trouve que c'est ce que. En fait, c'est ce que je trouve on attend de ce genre de film et. Je sais pas, moi je suis pas surpris vraiment de la finalité de ce 3e épisode et je suis pas surpris de la conduite des 2 et 3. Alors peut-être on pouvait en attendre plus, ça je sais pas, tu vois, c'est possible, on peut toujours en attendre plus. Moi le 2 m'avait un peu déçu pour être honnête. Le 3, moi je veux le reprendre un peu, tu vois. Oui, le 3 est mieux. Ça, je suis d'accord aussi. Le 3 rattrape quand même les choses. Moi, je voulais terminer juste, parce que j'ai vu un peu toutes les notes là que j'avais de côté sur ce que je voulais aborder. Mais oui, mais du coup, en fait, moi, ce que je reproche, c'est que du coup, mais c'est un peu ça, c'est que le rythme déjà est hyper rapide. Bah, ça revient, c'est les deux trucs sont assez liés. Enfin, ça se voit surtout avec, je trouve, tout un petit arc sur une scène qui montre très bien ce que je veux dire. C'est que le film, certes, est très long, mais il prend jamais son temps. Si je résume un peu, Jules et toi, c'est plus que vous trouvez le film trop long pour ce qu'il raconte, en gros. Trop de scènes d'action qui viennent parfois qui viennent gâcher justement des moments justement de calme calme et de apporter plus à profondeur l'histoire. dans les personnages, de montrer par quoi ils passent, beaucoup plus quoi. En fait, il prend pas son temps dans ces moments-là et je trouve ça dommage. Je trouve le film est très généreux et on se régale au niveau action devant, quoi. Donc un film très grand public qui est là aussi pour plaire au maximum de personnes. Et qui est tiré d'un scénario original. C'est pas une adaptation. C'est ça aussi qui est rare de mettre autant de millions de dollars dans une. C'est pas un remake. C'est pas. C'est pas tiré d'un pas un livre. Terminator. On le fait pas. C'est C'est pas- vraiment. C'est sorti de l'esprit de James Cameron et aussi quand même chapeau à ce mec de 70 ans qui a cette mentalité à l'américaine. Bon, ils ont beaucoup de défauts, nos amis américains, mais il a un truc de j'ai imaginé ce monde et vous allez le voir et je vais vous le faire voir d'une façon assez énorme. Je vais révolutionner, au passage, je vais révolutionner toute l'industrie cinématographique et je vais la bouleverser pour le reste de son existence. Donc, mais même si le film avec Nilo on n'aime pas, je pense qu'on est d'accord pour dire que James, c'est un très grand réal. C'est peut-être un des films les plus importants du XXIe siècle, pas au sens cinématographique du terme, mais au sens même industriel. C'est vraiment, il y a un avant et un après. Il y a eu les VFX avec Le Seigneur des Anneaux et Star Wars au début des années 2000, mais c'est lui qui fait la bascule. Après Avatar, tout était possible en fait. Et puis surtout, il a fait changer les systèmes cinéma du monde entier, quoi, pour un seul film. C'est ça, au niveau Bon, après, ça a été industriel, c'est un truc de fou. Bah, merci à tous d'avoir écouté. Passez de bonnes fêtes. Ouais, passez de bonnes fêtes tout le monde. Et il y aura un petit épisode fin d'année qu'on vous prépare. C'est et ça. Puis, et puis voilà. Joyeuse fête de Pandora à tous. Et on se revoit en début d'année pour un récap de l'année 2025.